Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. Vous êtes député du 19e arrondissement à Paris et candidat au municipal. Auparavant, vous avez été secrétaire d'État au numérique. Vous soutenez activement Agnès Buzyn, qui redonne des couleurs à la campagne. Mais pour le moment, elle reste en 3e position derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Que doit-elle faire pour passer devant ? Continuer à faire campagne, être présente partout et être claire sur ce qu'elle veut faire. Il y a une méthode Buzyn, il y a une façon d'être Buzyn et il y a un projet Buzyn. C'est ça que les Parisiennes et les Parisiens vont découvrir. Et vous avez vu, en une semaine, les sondages nous donnent déjà 4 points de plus. Si on fait ça chaque semaine, c'est très bien jusqu'au bout. Il y a une dynamique. Celle qui marquera des points, c'est celle qui convaincra quelle est la véritable alternance à Anne Hidalgo. À la fois la véritable alternance et la capacité à nous projeter dans le futur. Ce que dit Agnès Buzyn est très clair, c'est remettre de l'ordre dans le quotidien, sécurité, propreté, au service d'un projet encore plus grand qui est une ville durable, une ville verte et une ville solidaire. Et moi, la seule que je vois incarner tout cela, c'est elle. Le programme entre Agnès Buzyn et Rachida Dati, sécurité, propreté, un peu d'environnement. Comment marquer sa différence ? Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que sécurité, propreté, ce sont les priorités des Parisiennes et des Parisiens. Et donc il est normal que 2 candidates aient décidé d'en faire une priorité. Ce qui est anormal, c'est que la maire actuelle et sa majorité n'en aient pas fait une priorité les 6 dernières années. Mais cette priorité, elle doit être au service d'un projet. On veut une ville plus sécure, une ville plus propre. On veut ne plus avoir peur le soir quand on rentre. On veut pouvoir vivre dans un environnement agréable. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'on veut, dans cette ville, plus de capacité à être les uns avec les autres, qu'on veut plus de vert au quotidien, un plus grand respect de la planète. C'est au nom de ce projet humain et de ce projet planète. Agnès Buzyn, jamais élue, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Comment là aussi elle peut faire la différence et montrer qu'elle peut avoir un véritable engagement pour Paris ? Agnès Buzyn, c'est une Parisienne. Elle est née ici, elle a grandi ici, elle a élevé des enfants ici. Beaucoup de Parisiens. Mais oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on me dit pourquoi est-ce qu'elle aurait les compétences d'être maire de Paris ? Parce que les Parisiens, ils veulent voir l'une d'entre eux devenir maire. Quand on a élevé ses enfants, quand on a dirigé des grandes institutions, quand on a été à la fois médecin hospitalier et dirigeante de ministère. C'est ce qui revient. Mais qu'est-ce que c'est un élu ? Un élu, c'est quelqu'un qui écoute les gens, qui leur ressemble et qui prend des décisions. Moi, je vois une femme qui ressemble aux Parisiens, qui sait prendre des décisions. Vous savez, Agnès Buzyn, c'est un caractère particulier. C'est à la fois cette grande écoute qu'on lui connaît, cette capacité à être là pour les autres, et une grande fermeté pour avancer. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle au gouvernement. J'ai la chance de travailler avec elle dans cette campagne. Ça avance. Et ça avance vite avec elle. Ça avance vite, dites-vous. Il faut aller chercher des voix sur sa droite et sur sa gauche. Les deux en même temps, c'est difficile. Moi, je ne sais pas faire les petits calculs, je sais parler des Parisiens. Alors, il y a des Parisiens qui, aujourd'hui, voteraient peut-être pour nous si on les rassure sur les questions de base du quotidien. Sécurité, propreté, est-ce que vous allez vraiment me ramener ? Parce que moi, je n'ai même plus la base d'un citoyen, je n'ai pas ça dans mon quartier. Est-ce que vous allez me le ramener ? Cela, on doit les convaincre que pour nous, cette base du contrat municipal, elle va être une priorité. Et puis, il y a d'autres citoyens qui, aujourd'hui, ont pour priorité personnelle et collective l'idée d'une ville plus responsable, plus durable, plus verte, plus solidaire. Eh bien, eux aussi, on veut faire la démonstration que Agnès Buzyn est la seule à avoir au cœur ces priorités. Et donc moi, je crois très fort à ces deux à la fois, l'un au service de l'autre. Vous avez d'abord soutenu Cédric Villani. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui ? Il a dit ce week-end, le programme d'Agnès Buzyn parle surtout à la droite. Alors, pour être bien clair, vous savez, moi, j'ai pas beaucoup bougé. J'ai toujours été à En Marche. Quand Cédric était à En Marche avec moi, je l'ai soutenu. Et ensuite, il a décidé de partir avec Benjamin Griveaux. Non, Cédric est parti. Et à En Marche, nous avons désigné Benjamin. Quand Benjamin est parti, nous avons désigné Agnès. Donc moi, je suis celui qui n'a pas bougé dans toute l'histoire de toutes les personnes. Une constante. Il n'empêche. Dans quel état d'esprit est-il ? Moi, je continue à l'appeler régulièrement et je continue à appeler son équipe régulièrement. On se parle. Mais alors ? Aujourd'hui, Cédric, il a porté un projet avec un collectif. Ils ont envie d'avancer, ils veulent continuer à avancer. Moi, je respecte tout le monde. Je veux juste qu'à un moment, on soit capable de se dire si nos deux projets se ressemblent, si on a la même vision de l'avenir, alors il faut qu'on soit capable de continuer à avancer ensemble. Personne ne peut gagner seul. Personne ne peut gagner seul à Paris. On gagne en se rassemblant, on gagne en s'écoutant, on gagne en se réunissant. On parle du projet de réforme des retraites, du 49.3.
Vous jugez scandaleuse, vous l'avez dit, répété les méthodes de la France Insoumise et du Parti communiste. L'arme du 49.3, elle doit maintenant être dégainée le plus vite possible. Ce que je vois au quotidien à l'Assemblée est inacceptable. La façon de bloquer cette occlusion parlementaire permanente, elle empêche à la fois le débat, mais surtout, elle abîme la démocratie. Si on montre aux Français, qu'on dit aux Français que c'est ça le débat parlementaire, alors il n'y a aucune raison de faire confiance à la démocratie. C'est très grave ce qui se passe. Donc oui, il va falloir avancer. Il y a l'outil du 49.3 que pourrait décider le gouvernement. Cette semaine, il y a d'autres outils. ça a assez duré. Ce n'est pas moi le représentant du gouvernement. Moi, je vous parle humblement au nom des Le parlementaires. Premier ministre a rencontré les parlementaires de la majorité. Oui, il est venu voir les parlementaires de permanence hier soir pour échanger avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit et Déjà, il leur a apporté leur soutien. Parce que vous savez, siéger 7 jours sur 7, nous avons la chance d'être un grand groupe. Donc, on fait les 3-8. Il y a ceux du matin, ceux de l'après-midi, ceux du soir. Moi, j'ai été de permanence la semaine dernière. Je suis à nouveau de permanence cette semaine sur les horaires du soir. Mes collègues ont été de permanence du week-end. Qu'a-t-il dit à vos collègues de permanence ? Il leur a dit, je suis avec vous. Parce que le moment qu'on est en train de vivre, il n'est pas très agréable, je le vois bien, mais le projet qu'on porte, et il a, sur le cette idée de 49.3, rendre une indication. Il n'a pas abordé, il n'a pas abordé de décision hier soir. Ça a assez duré, donc maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, et pour ça, parce que n'oubliez pas, hein, tout ce qui fait que nous sommes bloqués sur ce texte nous empêche d'avancer sur des lois qui vont être tout aussi importantes. Je vous rappelle qu'on a dit qu'un des grands enjeux civilisationnels, c'est celui du très grand âge et de la dépendance. Plus on pousse les débats, tout ça s'est repoussé à plusieurs mois. À cause, mais mine de rien, ce projet de réforme, est-ce que ce n'est pas la conséquence, ce qui se passe aujourd'hui, d'une réforme mal préparée, mal expliquée et qui sera finalement mal ou voire pas votée du tout ? Je ne crois pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, cette loi, il y a une défiance vis-à-vis d'elle. Donc il faut que nous soyons capables d'être encore plus transparents, encore plus ouverts. Je crois que la décision du ministre Blanquer ce matin d'annoncer directement les mesures qu'il compte mettre en place pour les jeunes professeurs qui 100 euros par mois net de plus par mois dès qu'ils commencent leur carrière, ça c'est un indicateur pour leur dire, vous voyez, on va corriger vos carrières, on va corriger le revenu que vous avez pendant votre carrière. Ça vient tard, Mounir Majoubi. Oui, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est aux responsabilités, c'est pas comme quand on est dans le vent. Quand on est dans le vent, on peut hurler, crier et appeler à des changements. Quand on est aux responsabilités, quand Jean-Michel Blanquer dit plus 100 euros, ça veut dire plusieurs centaines de millions d'euros quand on fait la somme de tous. Mais déjà, les enseignants disent oui, mais quoi pour les enseignants en milieu ou fin de carrière ? Tout à fait. Seulement, quand il y a des pas comme ça en millions, il faut qu'on les souligne et il faut qu'on dise, vous avez vu, on fait des promesses, on avance et on le fait. Sur les avocats, on voit bien les blocages. On ne va pas pouvoir balayer toute la réforme des retraites. Mais sur tous ces sujets-là, on avance et c'est notre responsabilité. Donc, à la fin de la semaine, on doit passer à autre chose ? À la fin de la semaine, il faudra que nous, on ait été très transparents sur comment on arrive à la fin de ce sujet des retraites. Vous avez parlé du 49.3, mais ce n'est pas le seul sujet. Le sujet pour nous, c'est de rassurer tous ceux qui ont le plus peur. Le sujet, c'est d'être transparent avec tous les Français qui sont intéressés à ce sujet. Comment vous expliquez qu'il y a encore 2/3 des Français qui soient hostiles à la réforme telle qu'elle se présente aujourd'hui ? Mais parce que la retraite, c'est tout ce que l'on a quand on n'a pas grand-chose. Enfin, ma mère est passée à la retraite il y a seulement moins d'1 an. C'était ce qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle a travaillé toute sa vie comme femme de ménage. Elle va avoir une retraite de 900 euros. Mais ces 900 euros, elle se dit, ils sont garantis jusqu'à ma mort. C'est ce que se disent les Français. La retraite, c'est ce qui fait que vous avez ce filet qui vous amène jusqu'au bout. Et donc, quand on leur dit, on va réformer, ça fait peur. Ça fait peur quand on vous dit, on va réformer le filet de sécurité. Donc nous, notre travail, mon travail, moi en tant que député dans le 19e, c'est d'expliquer pourquoi, si on ne réforme pas, alors on sera en danger. Et donc la peur, elle est naturelle. Quand on parle des grands sujets de sécurité, de sécurité sociale du quotidien, ça fait peur parce que c'est ça qui fait du bien. C'est parce qu'on a la retraite qu'on est fier d'être en France. C'est parce qu'il y a la sécurité sociale qu'on n'a pas peur d'être abandonné. La sécurité sociale, c'est le filet qui nous permet d'être plus humains. Rassurer, c'est ce que vous dites. Tout autre sujet, Julian Assange, vous avez été secrétaire d'État au numérique. La justice britannique doit commencer aujourd'hui d'examiner la procédure d'extradition demandée par les États-Unis. La France doit lui accorder l'asile politique. Écoutez, sur ces sujets, vous savez quels sont les deux socles de valeurs qui s'opposent. Celui de la liberté d'expression absolue et la nécessité... Mais vous avez une conviction, une position personnelle ? Face à des grosses organisations qui parfois empêchent la vérité, d'avoir des personnes capables de faire émerger cette vérité. Et puis de l'autre, un autre socle de valeurs qui est celui de la sécurité nationale et qui dit qu'on ne peut pas, entre les deux, vous choisissez quoi ? De façon complètement impunie, faire sortir des documents confidentiels et classés.
Moi, j'ai toujours été un grand soutien de la liberté d'expression, j'ai toujours été un grand soutien de l'émergence de la vérité. Maintenant, le sujet, à savoir si notre pays doit lui apporter l'asile politique, ce ne sera pas à moi de le décider. Mais personnellement, vous y seriez plutôt favorable? Moi, je ne crois pas que ce monsieur est un saint. Si vous voulez qu'on soit bien clair. Julian Assange n'est pas un saint. Julian Assange, pour des faits graves en Suède. Des faits très graves. Et puis aussi, rappelons-le, y compris dans le type d'information qu'il sort, Julian Assange ne cherche pas véritablement à chaque fois la vérité. Il cherche à faire des coups, à lancer des informations. Donc c'est pour ça que je vais être très nuancé sur le cas spécifique. Moi, je vous dis dans le cas général, je trouve ça important qu'il y ait des personnes qui se soient donné le rôle dans le monde de faire émerger la vérité. Et je pense qu'il faut les défendre, qu'il faut les financer, qu'il faut les accueillir. Et puis après, il y a la personnalité de M. Assange, qui est une personnalité beaucoup plus complexe que cela. Et donc moi, je ne veux pas en faire un saint ou en faire un ennemi. Merci Mounir Majidi. Merci à vous.